La lune et le sang. Bonjour, je suis Grégory Montéan, auteur de cette nouvelle, formateur à la manochithérapie et fondateur de l'écoute du vivant, élève de Gérard Olivier. La création de l'écoute du vivant par la manochithérapie est dédiée à une authenticité d'étude, appliquée envers la nature humaine. L'écoute du vivant propose des objets pédagogiques voués à communiquer au sujet des archétypes des médecines ancestrales, avec l'espoir de les traduire sans que ce soit hermétique, même si le sujet est justement gardé très souvent avec un langage ésotérique. Nous vous souhaitons bonne écoute. Aujourd'hui, notre étude abordera les relations entre le sang et la lune, non pas par le mythe du loup-garou, quoique, mais selon la médecine ancestrale chinoise. Curieusement, cette relation lune-sang est à la fois intuitivement intégrée dans le langage et la culture commune. Comme ordinairement le conseil de se couper les cheveux au moment de la pleine lune, permettant d'activer naturellement une meilleure repousse, ou même encore, selon l'expression, bon sang de bois. Et encore pour exemple, avoir ses lunes, suggérant la notion de rythmicité lunaire coordonnée avec les cycles menstruels féminins. Cette liste est non exhaustive, elle est commune, elle est comme normalisée, vulgarisée, aussi bien intégrée que nous ne sachions pourquoi ces relations sont si évidentes. Alors, quel est et comment fonctionne ce mystérieux mécanisme, influençant à la fois le langage, la culture, les coutumes, les cycles biologiques humains et bien d'autres domaines d'études dépendant encore de la relation entre la lune et le sang. Pour aborder et argumenter des réponses à ces questions, employons-nous à élever notre point de vue jusqu'à l'origine de la médecine ancestrale chinoise. Cette ascension va nous permettre une observation des affaires humaines, dépendant même s'il en est devenu amnésique, d'une nature universelle. Mais pourquoi la médecine ancestrale chinoise et pas une autre ? De prime abord, c'est une question légitime dans la mesure que cette région du monde est bien loin de nous, à tel point que c'est la direction où nous devons regarder au loin à l'horizon l'aube se lever. On décrit cette région du monde d'extrême orient. L'un des intérêts à cette référence possède plusieurs atouts. L'un d'eux est de consulter leurs profondes connaissances métaphysiques, utiles à nos besoins d'études, comme la notion d'absolu, la notion d'infini, ou tout simplement pourquoi nommer d'extrême cette région du monde. Nous en découvrirons la subtilité de ce choix au fur et à mesure de nos commentaires. Rappelons aussi pour notre intérêt d'étude un contexte que toutes les grandes civilisations antiques, d'Égypte, de Rome ou de Grèce, ou encore celles des Vikings, pour ne citer que, ont toutes disparu sauf la civilisation chinoise, ce qui offre une idéale synchronicité en regard de nos analyses. Les sources de nos recherches se réfèrent aux textes appartenus aux ancêtres chinois, comme le classique interne de l'Empereur jaune, pour ne citer que lui, dont nous considérons que cet ouvrage a été compilé durant la période couvrant les royaumes combattants, moins 500 à moins 200 avant Jésus-Christ, et la dynastie Han, moins 206 à plus 220 après Jésus-Christ. Ce classique a la spécificité de réunir deux ouvrages, constitués eux-mêmes de 81 chapitres. Le premier se nomme Suwen, dit les questions simples. Le second se nomme Lingshu, dit pivot spirituel ou pivot merveilleux selon les traductions. La narration de ces ouvrages est animée par des questions posées par une autorité représentée par l'empereur à ses sages conseillers, qui tâchent de répondre avec pédagogie, souvent suggérée avec de la poésie et même parfois des chansons ou proverbes, selon ce qu'offrent les circonstances. Limitons-nous à cette brève description pour souligner le contexte historique et insistons plus sur le fait que ces ouvrages antiques reportent toute l'approche globaliste de la place de l'être humain en son milieu naturel comme constitué d'une seule unité. Continuons à révéler nos indices au sujet du choix de cette ethnie pour notre étude en soulignant qu'elle a su préserver leur culture à travers les âges jusqu'au monde moderne, avec ses modèles de compréhension universelle.
Elle englobe les affaires humaines, aussi vertueuses que chaotiques, et fort de constater que ces modèles, comme tout simplement l'écriture, est la même employée il y a des milliers d'années que celle employée pour envoyer les taïkonautes dans l'espace. Nous nous interrogeons donc de pourquoi ces modèles sont si justes, qualitativement et quantitativement. La civilisation chinoise a su faire preuve de méthode au sujet de comment respecter et interpréter les signes de la nature, avec autant d'intérêt à l'étude de la matière brute que tout autre discret phénomène, de toute autre information, latente, appartenant à l'impalpable, l'éthéré. Elle révèle sans conteste que les analyses différentielles éprouvent notre raisonnement et que le vivant n'a que faire de cette limite. Cette philosophie équanime devient alors notre référence. Elle incarne une posture centrale, questionnant dynamiquement la position de l'homme entre le ciel et la terre. Intrinsèquement, elle positionne la notion de norme à partir de valeurs d'absolu par une analyse proportionnée du visible et de l'invisible, du latent ou du manifesté. Mais avant de continuer, pour aborder la compréhension de certains archétypes conçus par les sages et anciens savants, il est nécessaire de vider quelques instants nos pensées, afin de libérer de la place à nos esprits. Vider le cœur et remplir le ventre, selon le Lao Tse Ting, est dédié à une compréhension subtile à l'expérience sensorielle, faisant partie de l'étude au sujet de l'évaluation de toutes leurs méthodes de classification savamment ordonnées. Cette mystérieuse expérience nous assistera désormais à nous extraire d'énigmes d'apparence insoluble. À présent, progressons et explorons encore plus profondément à propos de la représentation de l'absolu, de la notion d'infini, par les modèles ancestraux encore très valables à ce jour. Constatons que la représentation de l'absolu nous pousse à nos limites de pensée. Il nous faut l'admettre, nous ne pouvons le concevoir, mais uniquement artificiellement par un modèle. Pour être encore plus clair, plus nous nommons, plus nous nous en éloignons. Cette notion d'absolu a cet effet. Il semblerait que l'Homo sapiens sapiens, cette classe de mammifères, conscient de sa conscience, selon Carl von Linné, ne serait pas doté de cette perception. C'est comme si son esprit, représenté par un cercle, lui interdisait d'entreprendre un nouveau schéma de pensée, d'intégrer les notions d'infini, d'absolu et de capacité à percevoir le néant. De cette image de serpent qui se mord la queue, bannissant l'assimilation des principes à l'absolu, au mystérieux de la représentation du début et de la fin des temps, devient alors une énigme à décrypter. Comment ces anciens sages ont su éveiller leur conscience à ce sujet ? Qu'en est-il du processus de réalisation ? Sages, avisés et très ingénieux, ils ont su transmettre un langage universel, capable de traduire l'essence de toute chose et mettre à profit la notion de paradoxe. Expliquons-nous. Dans les faits, l'absolu perd son statut d'absolu, dès lors que l'on le nomme. Comprenons que si une entité, un objet est nommé, il devient. Il est inscrit dans une limite, il est défini, et soumis aux lois du temps et de l'espace. Alors très vite, nous comprenons que l'infini n'est infini que par l'opposition au défini, que le mystérieux n'est que mystère en regard de l'explicable. Nous avons maintenant en notre possession un outil, un modèle de pensée permettant de distinguer toute information, tout phénomène, par une valeur dynamique et relative. Le jeu de comparaison de ce qui est comparable consistera donc à exploiter la norme, la juste conséquence du manifeste. Pour étayer notre exposé, mentionnons la légende de Nuwa, sœur de Fuxi, frère de Nuwa, appartenant à la cosmogonie chinoise. Ces deux divinités étaient et sont représentées par deux êtres entrelacés. Nuwa détient dans sa main gauche un compas, et Fuxi une équerre dans sa main droite. Une des clés à la compréhension de cette illustration est de savoir pourquoi Nuwa possède le compas et pas l'équerre, et Fuxi, tant qu'à lui l'équerre et pas le compas. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces outils, et encore pourquoi d'apparence ces deux personnages semblent si antagonistes. Et finalement, pourquoi avoir choisi ce mythe, qui semble loin de notre étude. À propos, remémorons-nous de la relation
entre la lune et le sang. Dans ces conditions, définissons d'emblée la fonction des instruments, empoignés par Fuxi et Nuwa, l'un pour dessiner des angles droits ou vérifier des perpendiculaires, en possession de Fuxi, l'autre en possession de Nuwa, destiné à tracer des cercles ou arcs de cercle, mais aussi à comparer et à reporter et mesurer. Retenons la notion de perpendicularité avec l'équerre comparée aux qualités de reportage pour le compas. L'un pour préciser la limitation, la nomination, l'autre la multiplicité, l'indéfini. Quelle en est la raison de ces choix ? Pour quel motif mettre en valeur de telles évidences ? Sa vertu est dirigée vers les caractéristiques de l'extrême synthèse, vers la simplicité, qui n'est pas une étude simpliste pour autant. L'attachement à la représentation de tout phénomène, de tous objets, de tout concept et modèle, avec la représentation et l'esprit de synthèse, devient la quintessence, selon les sages, la clé d'un dialogue universel, susceptible de traverser les âges. Les dessins intrinsèquement reliés à la forme et à la fonction de l'équerre et du compas est de représenter très concrètement un cercle susceptible de symboliser le ciel, et un carré symbolisant la terre. Ces deux formes géométriques possèdent en eux une indication d'apparence opposée par leur forme et en même temps en parfaite concordance. Elles résument l'idée de comment exploiter les notions d'agonisme et d'antagonisme, logées à un endroit et à plusieurs endroits de pensée. Notion très contemporaine aux physiciens du XXe siècle. Les deux formes appartiennent à la géométrie et en même temps permet la nomination par le jeu de comparaison, comprenant leur champ d'application. Le compas, pour Nuwa, symbolisant la multiplicité, le ciel, l'indéfini. Les textes ésotériques font aussi allusion à la femelle mystérieuse. L'équerre pour Fuxi, symbolisant la singularité, la terre, la limite, l'attachement aux formes, à l'équanimité. Encore d'un autre point de vue, en valorisant le caractère figuratif, on observe sur cette représentation un personnage masculin, architecte de la terre, par le symbole de l'équerre, et un personnage féminin, architecte du ciel, par le symbole du compas. L'un sous-entendra l'autre pour manifester toute rencontre. La nomination est donc rendue possible par un système de comparaison de ce qui est comparable. Il est écrit dans le grand classique du Leiting, Yin et Yang, c'est l'un qui produit les deux. De cette philosophie équanime est né donc le concept de Yin et de Yang. De cette théorie initiée et personnifiée par Fuxi et Nuwa, devient à la fois une conception abstraite de l'univers et une méthodologie permettant de connaître et d'expliquer le monde. Cette théorie yin-yang est largement appliquée aux différents champs de toutes affaires humaines pour expliquer l'origine et l'essence du rythme de la vie et de la mort. Ce que l'on nomme yin et le yang est une généralisation des aspects opposés qui apparaissent dans les choses et les phénomènes par des relations réciproques. Yin et yang peuvent s'appliquer à deux choses ou phénomènes de nature opposée, mais aussi à deux aspects opposés d'une même chose ou d'un même phénomène. Pour exemple, l'eau et le feu sont deux phénomènes différents qui se lient et s'opposent mutuellement. Rappelons-nous l'exemple du carré et du cercle appartenant à la géométrie. L'eau est de nature froide et s'écoule vers le bas. Elle a le pouvoir de pénétration. Le feu est de nature chaude et s'élève. Il a le pouvoir d'élévation, d'expansion. L'eau, dans ce cas, appartient au yin et le feu appartient au yang. Retenons notre attention de pourquoi le yang serait le feu et pas l'eau. Pertinente question, non ? Cette interrogation nous projette encore plus loin dans les concepts empruntés par les anciens, qui ont su normaliser et nominer tout phénomène, toute information, où les principes relatifs sont positionnés dans le bon endroit et dans le bon temps. Alors, pour aller plus loin, nous puiserons nos réponses par l'étude des chiffres, non pas par valeur algébrique, mais par valeur symbolique, réunissant la problématique de la représentation du monde. Ils deviennent à la fois symboliques, mais aussi opératifs en ce sens-là. Pourquoi le feu est classé dans la catégorie du yang ? Quel est le lien entre la lune et le sang ? Nos questions ne font que grandir et nous n'avons toujours pas de réponse concrète. Néanmoins, nous avons pris connaissance de la théorie yin-yang, capable de classifier, de normaliser les concepts d'absolu échappant à notre esprit. Un outil fort pragmatique pour localiser les coordonnées de toute information, provenant de toute origine, de toute nature, comme le langage, la biologie et de toute science humaine.
Maintenant, voyons le modèle des chiffres symboles provenant aussi du fond des âges. Ils circonscrivent et décrivent toute qualité énergétique en s'associant avec la théorie polarisée dite yin-yang. Notons bien que pour être fidèle au propos, en précisant que lorsque l'on mentionne énergie, cela sous-entend la manifestation de tout phénomène rationnel, visible ou invisible. Le modèle en question se nomme le Retu, ou le plan du fleuve jaune. Ce plan représente l'organisation harmonieuse du monde, par 5 qualités énergétiques affiliées aux lois yin-yang. Commençons a posteriori de présenter des chiffres susceptibles de constituer des nombres infinis, proportionnés à l'étude. Le modèle du Retu se réfère aux 10 doigts de la main. C'est un modèle à 10 chiffres qui va nous renseigner des coordonnées de tout mouvement naturel, comme pour notre exemple de pourquoi le feu est associé à la polarité yang. Notre démonstration commencera avec le chiffre 1, qui se positionne avant le 2, et le 3 après le 2. À l'évidence, cette suite de chiffres nous indique de par leur apparition la notion de chronicité et de positionnement. Alors le 1 prendra la place du début des temps et par la suite chaque chiffre préposé à une cohérence commune et tous affectés à une valeur symbolique et opérative. Le 9 représentera l'espace de la fin des temps. Concernant le 0, nous aborderons son symbolisme plus tard dans notre exposé. La limitation des chiffres de 0 à 9 permet d'une part de constater que tout nombre en est constitué et que d'autre part, il représente une position répondant à une chronologie. Pour exemple, le 11 est l'association de 2 chiffres, le 10 plus 1, et en même temps sera l'équivalent du symbole 1, par jeu de superposition. Il deviendra une nouvelle suite ordonnée à un endroit, comme une octave au-dessus pour une gamme pentatonique supérieure. Le 12 sera donc le 2, etc. Jusqu'au 60, qui sera justifié et démontré dans une nouvelle étude pour ne pas nous éloigner de notre priorité. Ce modèle archaïque nous divulgue donc de comment les anciens modélisaient le temps et l'espace à travers les chiffres. Ils en incluent aussi la notion de norme par la théorie du yin et du yang. Remémorons-nous de Fuxi avec son équerre dessinant la limitation. Les chiffres dits formés, pairs, comme le 0, le 2, le 4, le 6 et le 8, en seront alors associés. Ils défendent la substance, la matière, le visible, une information objectivable. Ils représentent symboliquement une énergie yin. Nua, elle, dessine et dessina le cercle avec son compas. Les chiffres 1, 3, 5, 7 et 9, associés à l'indéfini, au secret, au latent, ils représentent symboliquement une énergie yang. La métaphore du cercle est souvent utilisée pour représenter les cycles saisonniers, comme le printemps, symbole de naissance, d'un renouveau, voire même de ménage de printemps, et on retiendra une force de mouvement, comme le vent. Résumons avec quelques repères, comme le symbole du carré, qui offrira un cadre yin à une expression latente yang, afin de faire maturer une information patente yin, comme le fleurissement d'un fruit après une thésaurisation active yang, conservée en hiver. C'est d'ailleurs pourquoi on nomme la période de l'hiver le Tai Yang. Tai veut dire grand, mais ceci est une autre histoire. Continuons notre récit avec le plan du fleuve jaune, le Retu, et passons en revue chaque chiffre symbole et leur position dans chaque direction. Nous décrirons la carte en positionnant le sud en haut, en respectant le rôle référent voué au soleil. Pour accompagner notre énoncé afin de faciliter les principes analogiques du Retu, nous associerons aussi les chiffres avec leurs mouvements comme pour l'eau, ainsi que leur polarité, en regard de leur saison et direction respectives. Le 1 sera donc le début du temps et révèle par son symbole la nature invisible, l'intangibilité, puisqu'il représente le potentiel latent. Pas encore nommé, il est discret, indéfini. Il est le yang, permettant d'engendrer le 2, qui lui est yin, qui sera la résultante du 1. Le 1, le discret, signe l'origine, sous-entendant le legs de l'existence. Il puise sa source à un endroit, un lieu, où habite une qualité d'énergie symbolisée par l'eau, par sa nature agissante. L'apparition de l'hiver en est associée. Le 1 est donc le représentant, selon le plan du fleuve jaune, le Retu, de l'hiver,
par son potentiel latent logé au nord. Le 2. Le 2, engendré par le 1, représente et constitue la manifestation d'un axe existentiel par le mouvement du feu logé au sud, artisan de l'été. Le feu était antagoniste à l'eau hiver, et l'illustration d'un schéma de comparaison yin-yang, le contexte et la rythmique y est perceptible. Le 3. Le 3 est postérieur au 2. Il tend vers ce qu'on nomme les anciens un axe transactionnel. Dans sa nature discrète, il détient l'information primaire du printemps. Il va nous indiquer le sens du vent, le sens du désir, à la juste intention. Son mouvement débute à l'est et son symbole associé est le bois, qui s'expanse, qui bourgeonne. Il oriente au même titre que le soleil l'apparition de l'aube. Le 4. Le 4, déterminé par le 3, répondra à cet axe transactionnel entre le désir et sa limitation. Il circonscrit la fin de l'automne. Il révélera dans la matière le renoncement au désir, pour générer un nouvel espace. Sa nature est très concrètement yin, son symbole est le métal, il brillera à l'ouest. Le 5. Le 5 positionne la symbolique d'une charnière, de par sa place entre le 0 et le 9. Il est l'information centrale dotée d'un potentiel encore invisible, mais représente le temps du présent. Il permet de transporter et de transformer, à la manière d'une digestion. Il est donc le candidat agissant pendant le début des intersaisons. Son symbole de mouvement est la Terre, il sera le référent aux 4 points cardinaux. Le 6. Le 6 positionné aussi au nord afin d'équilibrer le 1, pour justifier la théorie du yin et du yang, de par leur polarité, afin de répondre rythmiquement à l'ordonnance, dans le sens ordonné, un modèle harmonieux représentant l'effet agissant du monde. Le 6 est la manifestation de la fin de l'hiver, symbolisée par l'eau, dont ses vertus est de manifester autant la sagesse que la conservation des mémoires ancestrales. Attendons encore un peu avant d'affirmer de pourquoi le yang est feu et le yin est eau, même s'il semblerait que les pièces du puzzle se rassemblent. Reprenons avec le 7. Le 7, chiffre impair, présent en début d'été, donc de nature yang, fera écho d'existence au 2, chiffre pair de nature yin. Ce couple feu, logé au sud, sur le plan du Hotu, éclaire et manifeste la création de l'esprit. Le 8. Le 8 à l'est, en fin de printemps, associé au 3, manifeste la présence et la forme par le 8, et la puissance par le 3. Il complète le mouvement du printemps, symbolisé par le bois, désireux d'assumer le vigoureux plan de la vie. Le 9. Le 9, associé au cercle, au multiple, s'équilibre avec le 4, associé au carré à la limitation. Ces deux figures logées à l'ouest représentent l'automne. Le 9 en son début discret et le 4 sa fin revêche. Ils discriminent ce qui est sédimenté depuis le début des temps. Ils permettent la récolte, le rassemblement, la concentration appartenant au mouvement métal. Enfin le 0. Le 0 uni au 5 est à la fois en son milieu l'accomplissement, la somme. Il offre et transporte sans condition la transformation. Le mouvement éther accomplit l'intersaison, permet de positionner la mémoire, le présent, le centre de la conscience. Est-ce que le feu est yang ? Avec joie, nous pouvons enfin intégrer avec nuance que le feu peut être classifié comme qualité yang. Le feu est yang par sa forme et sa fonction et justifié par sa position au sein du plan harmonieux du fleuve jaune, le Hotu. Forme, fonction et position, cette trinité est à reconnaître avant d'affirmer les qualités de mouvement unis à une polarité, soit yin ou soit yang. Constatons alors que le feu est bien en haut par rapport à l'eau en bas, que le feu éclaire et élève le potentiel de vie, conservé avec grande force dans les profondeurs de l'hiver.
À présent et après notre exposé selon la légende de Nuwa et de Fuxi, et le plan du fleuve jaune, le Retou, avons-nous les outils nécessaires pour comprendre la relation entre la Lune et le sang? Rappelons alors que cette exploration n'est possible que si nous comprenons la subtilité des modèles analogiques empiriquement conçus par les sages d'autrefois. Ils ont su apprivoiser les concepts associés au début et à la fin des temps, aux notions d'absolu pour en objectiver une norme, un nom et une quantité. Ces modèles sont au service d'un seul schéma existentiel reliant le macrocosme et le microcosme. Continuons notre exploration en précisant et en insistant sur l'importance pour notre compréhension, l'intérêt à l'étude de la théorie du yin et du yang. Revoyons encore ce système. La théorie du yin et du yang est issue d'un système dynamique. L'un produit les deux. Cela paraît une notion abstraite, c'est pourquoi il est dit « yin et yang sont des mots dont la forme est finie, mais le sens ne l'est pas ». Aussi abstraite que présente, cette théorie permet de décoder tout phénomène. Avant de reprendre notre exemple appliqué à une coutume concernant le moment propice à la coupe des cheveux, ou de démontrer le lien entre les mouvements lunaires et les cycles menstruels féminins, il nous faut préciser 4 nuances de comment le yin et le yang se meuvent. Plutôt de 4 nuances, on parlera de 4 lois. La première de celles-ci est l'opposition du yin et du yang. Cette notion est primordiale pour défendre l'unité vitale. Cette unification permet de par ses mouvements contradictoires de stimuler la possibilité de la transformation et développement des choses et des phénomènes. La deuxième loi est l'engendrement réciproque du yin et du yang. Cela signifie que les deux aspects du yin et du yang n'ont pas seulement un rapport d'opposition et de conflit mutuel, mais sont également liés par un rapport d'interdépendance et d'utilité réciproque. Le yin dépend du yang, le yang dépend du yin, c'est la condition préalable à l'existence de l'autre. Ce rapport s'appelle engendrement réciproque du yin et du yang. Ceci est éclairé par cette citation extraite du classique Su Wen. Si le yin et le yang divergent, définitivement, l'énergie vitale se tarit. La troisième loi est la croissance et la décroissance. L'expression « le yin et le yang croît et décroît » signifie qu'un équilibre dynamique des opposés est maintenu, ce qui permet transformation et un développement régulier des choses et des phénomènes. La quatrième loi est la transformation mutuelle du yin et du yang. La logique des rapports entre le yin et le yang fait que lorsque surgit une situation extrême, la transformation se produit. Il est écrit encore dans le Su Wen que le froid extrême produit la chaleur extrême produit le froid. Après ces termes reliés à notre étude, nous comprenons que le dénominateur commun n'est pas la désignation d'un objet, comme pour exemple l'astre que l'on nomme lune, ou d'un liquide rouge nommé sang, mais bien d'analogisme et de coordonnées énergétiques. De ce fait, nous pouvons donc affirmer que la lune est de nature yin, mais sa vélocité est yang, comparée à ce qui est comparable au soleil de nature yang à vélocité yin. Nous devons admettre systématiquement les éléments par des qualités relatives et dynamiques. Au sujet du lien entre la lune et le sang, prenons le temps de lire un bref extrait de l'incommensurable ouvrage écrit et pensé par Li Shizhen, savant chinois, auteur du Ben Kao Mu, en 1578, pour le transposer dans notre cher calendrier grégorien. Il est l'auteur de cet immense ouvrage de médecine inégalé à ce jour, présentant toutes les connaissances de pharmacopée de l'époque. Il écrit « Les mailles sont les vaisseaux sanguins, ils ouvrent la voie du souffle et au sang. Ce sont les voies souterraines du sang, et elles sont en correspondance avec la respiration. Leur aspect se modèle sur la terre, ce sont les réceptacles du sang, ils sont en union avec le cœur et se répartissent à la peau. » Voilà donc ce qu'il a écrit dans une très brève introduction au sujet des vaisseaux sanguins
inscrit avec l'étude des méridiens sensibles. Pour ne pas vagabonder en dehors de notre étude initiale à propos du lien entre la Lune et le sang, ne nous employons pas pour le moment vers d'autres projets inconsidérés comme la physiologie des méridiens énergétiques chinois. Centrons-nous justement en précisant que la science de la sphygmologie est la grande spécificité de la médecine ancestrale chinoise. Les Shizen en étaient passés au rang de maître. La sphygmologie, pour ne pas dire pulsologie, est une discipline dédiée à l'analyse du pouls et de ses variations. Dans cet extrait, on retiendra que le souffle vital transporte le sang. Ce souffle vital, nommé Qi par les Chinois, appartient à la polarité Yang. Si le sang nommé Xue, X-U-E, y est comparé et donc en conséquence de polarité Yin. De surcroît, les Shizen nous interpellent sur l'aspect du sang selon sa citation « ce modèle sur la Terre ». Il nous invite avec une ineffable bienveillance à comprendre le lien entre la Terre et le sang, qui dans son contexte joue le jeu de la relation du microcosme, sang, et du macrocosme, terre. En effet, le sang comme la terre appartient aux qualités yin, nourrissantes, tous deux permettant de substanter toute forme organique. Ils se conforment tous deux au domaine du yin selon les principes d'analogie. Alors, qu'en est-il de la Lune ? Eh bien, à sa nature, les anciens considèrent que la Lune et la Terre sont si proches qu'elles se réunissent au yin, en regard du Soleil, lui, au yang. La Lune est si proche de la Terre qu'elle détient de par cette parfaite distribution d'espace, sous-entendu que l'espace en tant que tel est une information énergétique, elle en devient une qualité nommée attraction lunaire. Cette force d'attraction influence tout manifeste sur Terre et rend particulièrement visibles les mouvements des océans. Elle mobilise tous les liquides du monde, sans exception, de par son agissement. Cela nous renvoie aux lois yin-yang, comme la 4e loi, qui concerne la transformation mutuelle du yin et du yang. En effet, les liquides sont yin, la Lune est yin, alors la transformation peut opérer en générant un mouvement yang. En générant un mouvement yang aux océans, mais comme vous l'avez compris, générant évidemment une influence logique sur le sang, aussi subtile que cela puisse nous paraître. La pleine lune va d'autant plus faire réagir le sang, pas par sa mobilisation, mais par son agencement énergétique. Si nous comprenons que la lumière provenant du soleil se reflète totalement sur la lune, on dit le yang dans le yin. Alors l'agencement et les priorités énergétiques en seront variables selon les expositions lunaires. Les anciens médecins précisent bien qu'il est imprudent de prodiguer des soins lors des grandes charnières énergétiques du temps comme la pleine lune ou la nouvelle lune, dit lune noire. Il en va de même pour les solstices solaires et les équinoxes du printemps et de l'automne. L'équilibre y est sensible pour tout être vivant. Notre allusion à la rythmicité des cycles menstruels féminins coordonnés par les mouvements lunaires se dévoile. Premièrement par l'analogie temporelle d'une révolution lunaire pour parcourir son orbite et une similitude à la polarité yin. La Lune et le sang ont alors une qualité commune intimement reliée au yin. Elle nourrit les forces de vie. Et qu'en est-il de l'explication de la coutume de pourquoi la coupe des cheveux est préférable à la pleine lune ? Eh bien, il nous faut révéler qu'il est écrit que les cheveux sont le surplus du sang, selon la classification ordonnée par la médecine ancestrale chinoise. À partir de cet indice, il est aisé de comprendre que le yang, produit par le reflet du soleil dans la lune, sera l'agent stimulant à la repousse des cheveux, en privilégiant le pur et en éliminant le trouble. Comme pour ainsi dire, en analogie à ce que pourrait extraire une sangsue, éliminant des toxicités dans le sang. Notre étude ne peut se terminer ainsi sans que nous relevions ce qui a été lu dans notre bref extrait écrit par Li Shizen. Il y mentionne aussi la réunion du sang et du cœur. Pour nous, le cœur est un organe pulsatif, libérant une force nécessaire au transit sanguin afin de répondre aux besoins d'échange physiologique de tout l'organisme. Mais de ce que rajoutent les anciens, c'est que le cœur est le maître des lieux.
il est très clairement mentionné en tant que logis de l'esprit. Il considère que sans le cœur, la vie physique, émotionnelle et spirituelle ne peut perdurer. Le cerveau, même s'il est inopérant, n'empêche pas l'organisme à continuer à être en vie. Alors si le cœur abrite l'esprit et le sang, comment cet esprit réagirait quand la Lune présente une force agissante sur toute la Terre et spécifiquement à tous les liquides présents? Naturellement, comme toute marée océanique, on remarquera objectivement aussi une mobilisation de l'esprit, dans ses qualités reportées aux lois yin-yang. C'est-à-dire que ce qui est enfoui dans le yin, instinct, au plus profond de nous, se révélera par la force attractive de la Lune lors de l'acmé de son exposition au yang soleil. Oui, nous faisons bien allusion au mythe du loup-garou, mais avant de nous transformer, saisissons bien l'importance du mécanisme. Cela est une base appliquée aux évaluations des signes scrutés en médecine ancestrale chinoise. Notons que l'influence des astres n'est pas systématique, mais relative, à chaque être vivant selon leur propre cohérence d'incarnation. L'étude se termine ainsi pour le moment. Nous avons passé en silence les énigmes associées aux éclipses, leurs rites et leurs influences énergétiques, mais ceci est une autre histoire. Très difficile et subtil pour nous d'éprouver que les modèles conçus par les hommes d'un autre âge intègrent la notion de temps et d'espace en tant que mesure chronologique, mais aussi et rajouter en proportion une information mystérieuse à part entière. Aujourd'hui, méditons et retenons plutôt le vieil adage qui nous est transmis par Yang discret, Yin équanime. Il nous suggère toute nuance d'existence, si nous en comprenons la subtilité. Alors oui, le sang et la lune sont inexorablement reliés. Merci aux étudiants à la Manochi-thérapie pour avoir insufflé l'énergie nécessaire à l'écriture de cette nouvelle. Merci à Alexis Dumétier. Merci à Les Yeux en face des trous production. Merci à Clara Poli, community manager. Merci à Lorik Heredia de Studio KL. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres nouvelles études avec l'écoute du vivant par la Manochi-thérapie.